Oui, on était tantôt en train d'évoquer le Mali qui a nommé un nouveau Premier ministre de la transition, la personne de Mokhtar Ouani. Avant la pause, Ambroise Pondio, vous disiez qu'il fallait faire attention à ces Maliens qui font cette confiance béate aux militaires. Oui, je parie que chez nous, on dit le militaire, faire l'ami avec un militaire, c'est s'acoquiner avec, comment vous l'appelez, un porc épic. C'est-à-dire que quand il se réveille, il se répulse contre vous, quoi. C'est-à-dire, chez nous, dans mon langue, c'est comme ça on dit. C'est-à-dire que faire confiance aux militaires de façon béat, je crois que les Maliens doivent rapidement rebousser chemin. Parce que eux-mêmes, ils ignorent que c'est les mêmes militaires qui ont fait déjà plusieurs coups d'État. 4 coups d'État. Depuis années 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est déjà de trop. Même s'il n'y a pas forcément effusion de sang, c'est les règles démocratiques qui sont mises en jeu à chaque fois et qui relancent les militaires sur la scène, sur le devant de la scène. D'accord. Pour ce dernier coup d'État, peut-être ça ne devait pas se faire. Mais c'est parce qu'il y avait déjà des précédents ou des antécédents qui a amené les gens encore à reprendre les armes. Si ces militaires-là sont là et qui n'ont pas su lutter contre le MNLA ou contre les djihadistes qui sont dans la partie nord du Mali, mais autant laisser tranquille les forces politiques qui gouvernent le pays. Tant on condamne les militaires, je crois que c'est normal que aussi les populations maliennes se retournent contre les forces politiques qui ont souvent été corrompues et qui mettent le pays dans un trou au lieu de lutter contre les djihadistes et sécuriser ce qui est du bien des ressources naturelles du Mali. Ils font autre chose. Donc c'est dire que c'est bien de condamner la gestion faite par les civils, mais en même temps il faut aussi se méfier des militaires qui viennent à chaque fois faire des coups d'État sans pouvoir rendre totalement les armes. C'est ça. On va passer maintenant à notre second sujet. Le second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Nous parlons de la présidentielle dans ce pays. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas, a achevé dimanche 27 septembre sa mission d'une semaine en Côte d'Ivoire. Il a souhaité que la présidentielle du 31 octobre prochain soit pacifique et inclusive. Le représentant spécial a réitéré son appel à tous les acteurs politiques pour qu'ils poursuivent leur engagement pour l'organisation d'une élection pacifique et inclusive. Alors, Marc Abofran, élection inclusive au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut encore se rattraper? Non, et justement, c'est le commentaire que j'ai envie de faire. Je me dis que M. Ould-Chambas, que l'on connaît dans les dossiers obscurs à chaque fois qu'il est question d'élections dans un certain nombre de pays, M. Ould-Chambas joue aujourd'hui, dans le cas de la Côte d'Ivoire, le médecin après la mort, dans la mesure où on sait déjà que les dés sont pipés d'avance. On sait déjà que les carottes sont presque cuites, parce qu'il y a une dynamique inexorable qui est engagée en vue des élections qui sont dans quelques mois à peine. Et donc, à mon avis, ces recommandations-là auraient pu être données beaucoup plus tôt, avant même que le dépôt de candidature ne soit ouvert, avant même que le Conseil constitutionnel ne se prononce, quand on connaît la force, la portée du Conseil constitutionnel dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'il est possible pour la Côte d'Ivoire de faire marche arrière? Je sais et je suis conscient que monsieur Ibn Chambas sait que non. Et c'est pour ça qu'on se demande justement quelle est la pertinence de ces recommandations. Parce que si c'est pour faire des recommandations, pour dire après qu'on aura quand même fait ces recommandations, vous sentez quand même. Et puis quand on connaît la personnalité de M. Ould-Chambas avec son passif dans un certain nombre de pays, dont le Togo, on se dit quand même que c'est une fois de plus, comme les Ivoiriens eux-mêmes aiment le dire, c'est du blaguer tuer. De toute façon, il aura le mérite de l'avoir dit. Non, moi j'ai l'impression que les Nations Unies en manquent d'hommes ou de femmes pour prendre le contrôle de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire pour représenter l'organisation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce ne sont pas les gens qui en manquent. Un Ghanéen de surcroît qui ne fait pas honneur à son pays au même titre, pas au même titre, à contrario du secrétaire général de l'ancien secrétaire Le Feu, Kofi Annan. Il a déçu plus d'un, même quand vous écoutez les Ivoiriens, les Camerounais qui ne sont même pas de l'Afrique de l'Ouest, ils vous diront que ce monsieur c'est un corrompu de haut niveau. Donc c'est vous dire quand même qu'en réalité, tout comme Marc l'a dit, ce monsieur vient faire le médecin après la mort. Parce que la crise couverte depuis,
et que l'on savait, avec les indicateurs, avec les éléments qu'on avait sur le bras, les signaux étaient tout au rouge. Et avec un président jusqu'au-boutiste qui tenait à bout de champ et Kalachnikov et fusil de chasse de gauche et à droite, et qui veut tirer sur tout ce qui bouge dans le pays. Il a même réitéré ça hier, lors d'une sortie. Mais quand les Nations Unies viennent faire constater les dégâts, parce qu'il y a déjà eu 12 morts, ou près de 20 morts en Côte d'Ivoire, sans même qu'il y ait eu des élections, donc il faut craindre le pire. Et je crois qu'il y a une terrible défaillance au niveau même du fonctionnement des organes du système des Nations Unies. Et cet organe-là, il faut le réformer au vu des gens qui l'animent. Ce n'est pas l'organisation qui est mauvaise en soi, c'est les hommes, les personnalités qui l'animent, qui posent problème, tant certains sont corrompus jusqu'aux os, ça, ils ont rongé jusqu'aux os, comme le cas de Chambas, qui est venu foutre du bordel ici chez nous au Togo, et il va foutre le même bordel ailleurs. Donc, aujourd'hui, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Les Nations Unies viendront constater des centaines de morts encore en Côte d'Ivoire sans pouvoir dire la vérité et arrêter Ouattara dans ses dérives. La question, c'est Ouattara. Si Ouattara décide de ne pas aller à ces élections, la Côte d'Ivoire va se calmer. Au mieux, tel que les Nations Unies elles-mêmes le disent, qu'il faut une élection inclusive, c'est-à-dire amener tout le monde à participer à ces élections, y compris les Gbagbo, les Soro, les Blé Goudé et autres. Je crois que le problème ne se poserait pas. Et avoir une élection transparente avec une traçabilité des résultats qui sont irréprochables, ça, les gens ne sont pas encore prêts à avoir ces résultats-là, ces éléments-là. Ce qui fonde d'ailleurs la critique qui va à l'endroit des Nations Unies à travers les personnalités qu'elles-mêmes elles nomment et qui ne sont plus crédibles pour diriger ces choses-là. On se dit, combien de temps Ouattara va faire à la tête des Nations Unies ici en Afrique de l'Ouest? C'est parce que, sans promotion, le monsieur est décrié tellement que on devait en principe le positionner secrétaire général adjoint d'une grande sous-région, peut-être de l'Afrique ou ailleurs. Mais si le monsieur reste, il ne faut pas toujours croire que c'est une promotion. C'est une dépromotion, si c'est possible de le dire. C'est-à-dire le monsieur regrette plutôt dans ses fonctions. Au lieu de le créer de la honte, de l'envoyer à le pauvre, on préfère le laisser pourrir dans sa retraite et le renvoyer chez lui au Ghana. Je suis désolé, c'est ça. D'accord, mais en même temps, il a dit, quand il parle d'élections inclusives, est-ce que ce n'est pas plutôt aux autorités ivoiriennes de comprendre cette sortie de Ibn Chambas comme reculer? En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Reculer. Oui, c'est vrai que le message qu'il a donné est pertinent au regard de la crise en Côte d'Ivoire. Et le procès que moi je fais au représentant spécial, parce que les Nations Unies sont partie prenante de la crise en Côte d'Ivoire. Absolument. Il ne faut pas oublier de le dire. En 2010. Les Nations Unies sont partie prenante de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et donc, au regard de l'évolution de l'actualité, depuis la démission de Guillaume Soro de l'Assemblée nationale, on aurait pu anticiper sur ce message-là et le délivrer aux autorités ivoiriennes. Ne pas attendre qu'on soit à quelques jours des élections pour le délivrer. Et ça, c'est un véritable péché. Maintenant, ce que nous disons par rapport à la Côte d'Ivoire est resté, je pense, le même. Et il ne vient que rappeler quelque chose que beaucoup d'acteurs politiques, du proche du pouvoir, de l'opposition, de la communauté internationale ont déjà dit au régime de Ouattara. C'est que, dans ces conditions, d'abord, qui n'est pas pertinent pour un chef de l'État de renoncer à sa parole lui-même. Quand vous dites « je vais faire, je ne ferai pas », tenez simplement promesse, première chose. Quand pratiquement tous les membres du gouvernement, tous les amis du chef de l'État sont allés devant la représentation nationale, devant les Ivoiriens, à la télé, partout, pour dire qu'avec cette nouvelle constitution dont la Côte d'Ivoire est en train de se doter, et puis il y a quelques mois seulement, ce n'est pas des années, il n'y a aucun moyen pour que le président de la République puisse se représenter. Et que ces mêmes personnes reviennent quelques mois après dire que avec cette même constitution qui n'a pas changé d'un iota, le président peut être candidat. Et que vous êtes candidat au titre de cette constitution, il y a un problème de cohérence. Ce à quoi nous appelons le président Ouattara aujourd'hui, c'est une simple question de raison et de cohérence envers soi-même. Ce n'est pas un soutien à une partie de l'opposition ou à d'autres, parce que tous les candidats, tous les politiciens ivoiriens aujourd'hui, à mon avis, c'est même pipe, même tabac. Mais ce que nous disons simplement, c'est qu'il est temps que Ouattara soit cohérent avec lui-même. Et qu'au RHDP, on puisse, comme lui-même l'a toujours prôné, trouver une prochaine génération. Et que le feu Gon Coulibaly n'est pas le seul.
Et quand, comme l'a dit un politicien ivoirien récemment, quand vous dirigez un pays pendant 10 ans, quand tout au long de cette gouvernance, vous prônez le fait de passer la main à une nouvelle génération, et que 10 ans après, vous n'ayez pu passer le relais, vous n'avez pu trouver qu'une seule personne qui, au demeurant, décède, au lieu de le concevoir comme un appel à revenir, reprendre la tête de pays, il faut plutôt le prendre simplement comme un véritable échec dans votre politique, dans ce que vous prônez, et reculer, et donner la possibilité à d'autres. C'est pas pour rien qu'ils sont 13 millions d'Ivoiriens, donner la possibilité à un autre Ivoirien de prendre la relève. Maintenant, ce procès-là, je ne pense pas qu'il faille Ibn Chambas pour que Ouattara le comprenne. Maintenant, si Ouattara ne veut pas comprendre, que ce soit Ibn Chambas qui le dise avec tout le degré de corruption qu'on le connaît, que ce soit même le secrétaire général des Nations Unies qui le dise, Ouattara ne comprendra pas. Et moi, ce que j'ose espérer, nous connaissons tous le passif de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est passée presque dans une guerre civile qui a duré 10 ans. Depuis le coup d'État du général, depuis le renversement du pouvoir de Gueye, jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire est restée dans une crise permanente. Même bien avant ça. Est-ce que nous avons intérêt... Gueye a renversé Bédié. C'est là-bas depuis le renversement de Bédié par Gueye, la Côte d'Ivoire est dans une crise permanente. Quel intérêt a Ouattara aujourd'hui, qui au demeurant a un bon bilan économique, qui au demeurant a réussi à transformer Abidjan? Quel intérêt il a aujourd'hui à reverser le pays dans une autre crise? Ce sont les questions que nous nous posons, et j'estime qu'en tant qu'économiste, en tant que président, et surtout avec son âge, il doit pouvoir également se poser ces questions. Il a chuté au niveau de l'âge. Je voudrais commencer par là, en disant que, tout simplement, que le monsieur, pour ses intérêts égoïstes et personnels, il manque de sagesse. Il faut que Ouattara aille à l'école de la sagesse. Parce que la sagesse, c'est vrai que ce n'est pas une question... Vous parlez comme Guillaume Soro. Oui, bon, moi, c'est propre à moi. Je ne sais pas si Guillaume Soro l'a dit. Il a dit la même chose. Ah, donc, c'est une coïncidence pour dire qu'en réalité, le monsieur m'effraie et il ne fait peur à aucun opposant chez lui. Parce que tous les opposants connaissent Ouattara, que c'est un menteur. Je n'invente rien, Gbagbo l'a répété. De son exil de l'arrêt, Gbagbo l'a dit que Ouattara est un menteur. Il avait dit bien avant l'exil, pendant qu'il était président. Il était président quand il avait dit. Et il a poursuivi. C'est-à-dire que c'est vrai que pour espérer être libéré ou avoir un cachet blanc de Ouattara, les termes ont peut-être changé, mais le fond n'a pas changé. Quand vous suivez, vous lisez diplomatiquement les lignes des déclarations, des lettres, des courriers, des postes que ces messieurs, que ce soit Blé-Goudé ou autre, ont fait, c'est un habillage. Mais je vous dis que Ouattara n'a pas changé d'un iota depuis les années 93, quand le Foué Boigny a amené le monsieur de FMI en Côte d'Ivoire pour diriger à Côte d'Ivoire. Donc, Foué Boigny a fait l'erreur d'amener Ouattara, qu'il a amené certains Togolais aussi, à aider la Côte d'Ivoire à se lever. Le Gabon de Bongo aussi en a fait. Les Togolais sont allés même en Centrafrique, construire la Centrafrique. Tu comprends? Boigny aussi, il avait voulu. Donc, pour avoir fait... Donc, c'est une erreur que Boigny a fait. Maintenant, vous venez en Côte d'Ivoire, vous voulez pratiquement mettre à genoux tout le monde. Il y a une anecdote qui dit souvent, ceux-là qui viennent diriger les pays, s'ils ne sont pas de chez vous, ils sont prêts à tout pour tuer tout le monde, pour gouverner. C'est là où, même ça, c'est pas chez nous au Togo. C'est ce que si la personne n'est pas de sang du pays, il y a des comportements qu'on lit. Donc, c'est vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, quand par exemple Marc parlait des Nations Unies qui font partie intégrante de la crise, il n'a pas tort. Sauf que les Nations Unies ont des béquilles. C'est la France, à travers les Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, qui ont téléguidé des choses pour le retourner contre Gbagbo, pour faire partie Gbagbo. La preuve, le bunker dans lequel se trouvait Gbagbo en ce moment-là avait été mitraillé, avait été, comment vous l'appelez, bombardé pour que Gbagbo sorte. Ils ont failli même le tuer pratiquement comme on en a fait à Kadhafi. Donc, Gbagbo, il a vu la vie sauve par sa foi et par sa croyance en son Dieu. Il est en vie aujourd'hui. Et peut-être, il y a des gens aujourd'hui qui voudraient que ce monsieur meure. Donc, c'est vous dire qu'en réalité, la crise que traverse la Côte d'Ivoire est une crise qui est certes endogène, mais qui a des ramifications étrangères, surtout françaises, qui aujourd'hui, on le sait. Et j'avais voulu faire un titre le jeudi prochain en disant que si la Côte d'Ivoire brûle, qui est responsable, la France ou Ouattara? C'est un titre que j'avais imaginé pour vous dire qu'en réalité, la France officielle,
quand je parle français, la France, ce n'est pas les Français. Les Français même contestent le régime français, les officiers chez eux. Il y a plein de gens qui contestent le régime français. Mais c'est les officiels. On a comme l'impression qu'on a écrit quelque part, vis-à-vis de l'Afrique francophone, il faut une politique commune. Quand vous êtes nommé, que vous soyez de gauche, du centre ou de la droite, vous devez avoir une même politique. Ne jamais laisser les ressources minières de l'Afrique francophone, ne jamais laisser un président diriger contre nous. Il y a des choses que j'imagine et qui sont possibles. Donc aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire brûle, le premier seul responsable, ce serait Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. La France ne dirige pas la Côte d'Ivoire, même si on sait, nous, journalistes, on sait que la France dirige la Côte d'Ivoire à travers Ouattara et de Dominique Ouattara, qui est un Français. Moi, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, arrêter ce débat d'implication de la France à chaque fois. Ah, la France est quand on a des pays qui sont âgés de 60 ans, il faut prendre nos responsabilités. C'est trop facile de trouver en la France le bouc émissaire permanent de nos égarements ou de nos... C'est les Ivoiriens qui ont choisi, si je peux dire, Ouattara. Et Ouattara, sur ces 10 dernières années, n'a pas fait que du mauvais en Côte d'Ivoire. Il a plutôt même, et ça, les Ivoiriens eux-mêmes sont tous d'accord, Ouattara est arrivé à passer la Côte d'Ivoire à échelle sur ces 10 dernières années. La seule chose qu'on lui reproche, c'est de vouloir se maintenir au pouvoir. Je ne sais pas quel rôle jouent les Gaulois ou les Bretons qui sont perchés chez eux là-bas dans cette irresponsabilité de M. Ouattara. Et donc, je pense aussi qu'il serait temps pour nous, nos pays, nous Africains nous-mêmes, et pour nos pays, de dissocier nos responsabilités propres des responsabilités africaines. Les relations entre la France et l'Afrique vont coexister, que Ouattara soit président ou pas. C'est une réalité. Et donc, remettons au centre du débat la personne dont il est question, c'est Ouattara, mais aujourd'hui, pas seulement Ouattara, mais tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui sont des cautions à ce prochain mandat qu'il veut usurper à la Côte d'Ivoire. Alors, en même temps, on a beau critiquer Ibn Chambas pour, en tout cas, on a beau lui reprocher des choses, mais on ne peut pas dire que sa mission au niveau de la Côte d'Ivoire a été inutile, puisqu'il a réussi à obtenir quand même la libération d'une dizaine de soutiens de Guillaume Soro qui était en détention depuis plusieurs mois. En fait, les Ivoiriens demandent plus que ça. Ce qui est l'enjeu, l'enjeu de taille aujourd'hui, c'est de faire participer les autres challengers, les autres poids lourds de cette présidentielle à l'élection. Il s'agit de ça. Ou soit de faire plier Ouattara de ne jamais plus se présenter à une élection présidentielle dans ce pays. C'est-à-dire la question brûlante aujourd'hui de l'heure, ce n'est pas libérer les menifletins. Mais ça fait partie également d'un certain nombre d'exigences posées par Guillaume Soro. Les Nations Unies, oui, je suis d'accord. Les Nations Unies sont plus causues que ça, au vu du rôle qu'ils ont eu à jouer en 2010, en amenant Ouattara, qui n'a peut-être pas gagné même les élections, contrairement au détriment de Gbagbo. Donc, si les Nations Unies sont arrivées à travers c'est un Coréen ou c'est un Chinois qui était l'envoyé spécial, tout ça là, en ce moment-là, qui sont arrivés quand même à déloger Gbagbo et en installant Ouattara, ils n'ont qu'à revenir faire la même chose aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. À l'heure où nous parlons, la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Et cette paix-là ne peut venir que des mêmes Nations Unies, qui sont la première force étrangère, c'est-à-dire que la première organisation étrangère qui peut peser de tout son poids à travers ces membres du Conseil de sécurité, qui sont les tout-puissants, qui font leurs lois, qui édictent leurs lois, qui peuvent maintenant amener Ouattara à raison. Ouattara, c'est qui? Ouattara, c'est un individu comme moi, sauf qu'il est président de la République. Quand il enlève sa casquette, ce qui se différencie de moi, c'est qu'il a plus d'argent que moi. C'est tout. Sinon, s'il a débattu tout ça là, il mourra un jour, moi aussi je mourrai un jour. Donc il n'est rien que d'autre qu'un président qui est partant. Il n'a qu'à partir laisser la Côte d'Ivoire tranquille aux Ivoiriens. Parce qu'il y a des jeunes, des milliers, des centaines, des millions de jeunes qui attendent de voir leur pays en paix et continuer le développement. S'il a fait quelque chose de bien, je ne crois pas que ce soit le moment de choisir de noyer ce qu'il a fait de bien. Tant il a dit, moi, je voudrais quand il a même bien dit, mais il faut que ce qu'il a fait puisse revenir dans la positivité et non le noyer complètement parce qu'il a fait du bien. Ce qu'on veut de Ouattara, c'est de respecter la constitution que le pays s'est donnée. C'est tout. Je voudrais quand même revenir à la question sur le fait que Ibn Chambas ait réussi quand même à obtenir la libération d'un certain nombre de partisans de Guillaume Soro. Et là encore,
Ce qu'on demande, ce que les Ivoiriens demandent, ce n'est pas la libération d'un certain nombre, mais de tous les partisans qui ont été embastillés pour des raisons politiques. Oui. Et aujourd'hui, les principales personnes, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnes qui valent plus que l'autre, mais les frères Soro sont toujours en prison. Les principaux soutiens ou les têtes de liste de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire sont toujours en prison. On a libéré qu'un certain nombre de menus frettins. Et ça, on aurait bien pu se passer de la présence de Ibn Chambas pour faire cette libération-là. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. De vouloir faire passer ces libérations comme étant des trophées de guerre ou des choses qu'il a obtenues de haute lutte. C'est instrumentaliser, en fait, ces libérations qui auraient pu intervenir simplement comme pour distraire les Ivoiriens en réalité. Et donc, je pense qu'il ne faudrait pas céder à cette distraction-là. On a libéré des Ivoiriens qui n'avaient rien à faire en prison. Aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays de la sous-région, doit faire face à la menace asymétrique du djihadisme, ce sont des citoyens simples, des citoyens qui en réalité n'ont rien à faire dans des geôles, qui sont embastillés, alors que ceux qui ont brûlé il y a quelques mois encore un commissariat au nord du pays sont en liberté, courent toujours. C'est ça aussi la triste réalité d'un certain nombre de pays. Donc, ce serait très malsain pour Ibn Chambas ou encore pour son équipe de prendre la libération de ces menus frettins-là comme si c'était une haute, ou en tout cas c'était un capital politique véritable qu'ils ont obtenu. En même temps, vous n'oubliez pas quelque chose qui est très, très important, c'est que les Nations Unies ne peuvent pas débarquer, donner des injonctions à un État souverain. Ils l'ont déjà fait en 2010. Les Nations Unies l'ont déjà fait en 2010. Non, ils ont juste certifié l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils ont... C'est dans la constitution ivoirienne de cette... Où Gbagbo avait été élu. Bon, rien ne prouve par la que CEI. Gbagbo a été... La CEI a donné des résultats et Gbagbo la a le CEI a Conseil proclamé constitutionnel, Gbagbo comme... le même conseil constitutionnel est revenu sur sa décision après. Non, tu sais, ça dit que ce monde de capitalistes est en train d'être détruit par les mêmes capitalistes. Même s'il est vrai que même les socialistes n'ont pas prouvé à suffisance qu'ils peuvent, je prends le cas du Cuba, il y a beaucoup de gens qui ont fait là-bas actuellement. Ouais. Je prends le cas des pays d'Amérique latine. Mais ça demeure une vue de l'esprit. Oui. Je suis persuadé que ce sont les capitalistes qui veulent faire croire que les gens meurent de faim à Cuba. Jamais je n'ai vu des Cubains se plaindre. Oui, ça c'est vrai aussi, ce qu'il dit. Parce que du saupoudrage, on en sait tellement dans ce monde. Pour vous dire que si le capitalisme a échoué, il faut avoir le courage de le dire. Tous ces présidents, Macron, tout ça là, c'est des capitalistes. C'est eux qui veulent créer un autre monde mondial. Je ne vais pas aller sur ce terrain, parce que c'est pas de ça que nous discutons. Je voudrais revenir à cette histoire de la Côte d'Ivoire. État souverain. Cette histoire d'État souverain, quand vous vous engouffrez dans des espaces régionaux, vous êtes membre des organisations internationales, et que, d'une part, il y a des superpuissances qui se disent qu'eux, ils ont un droit de veto. Je parle de l'Angleterre, de la Chine, de la Russie, de la France et des États-Unis qui disent, eux, c'est les tout puissants. Si nous ne parlons pas, vous n'allez pas parler. Dans quel monde sommes-nous? Un monde égalitaire dont on parle le droit international et que les gens n'arrivent jamais à respecter. Et que d'autres se taisent. C'est là où j'ai compris que ce monde, si même Dieu même veut le détruire, il n'a qu'à rapidement le détruire. Parce que, je ne le dis pas pour être fataliste, parce que faut pas nous prendre comme des bambins. L'Afrique, c'est un autre débat, hein, c'est vrai. Mais la souveraineté des États, les États eux-mêmes l'ont vendu déjà. En acceptant être membre d'une organisation supranationale, tu vends une partie de sa souveraineté. Parce que la question de la souveraineté ne doit pas forcément celle de l'affaire étrangère, de la monnaie, des armées, tout ça. Ça doit être une émanation du peuple. Mais ça ne donne pas le droit à des instances de venir dicter la loi dans notre pays. Sous un coupole des pays faibles, les gens étrangers, les puissances étrangères peuvent venir dicter des lois. Mais sous la coupole d'un président, comment vous l'appelez, du genre Erdogan, par exemple, que je n'aime pas du tout, ça il faut que je sois clair, mais qui quand même arrive à tenir tête à cette puissance occidentale-là, y compris la Russie, je crois que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ce monde. Forcément, il doit avoir une réponse. Une anecdote disait par le passé, comme quoi, quand les Israéliens fabriquent leurs trucs sophistiqués pour pouvoir protéger leur pays, les Arabes aussi étaient intelligents, puisque ils sont de même famille. Ils sont tous des filles d'Abraham, ils ont la même intelligence.
eux aussi, ils arrivent à fabriquer le contre. Donc, c'est ce que est le monde aujourd'hui. Vous ne voulez pas une chose, vous voulez être souverain, assumez votre souveraineté. N'allez pas quémander, n'allez pas demander de l'argent au FMI, ni à la Banque mondiale. Puisque c'est les mêmes capitalistes qui ont créé ces banques-là pour vous mettre au joug, pour que vous soyez toujours en bas, eux, ils soient au sommet. C'est une question d'en bas et de sommet. Ils sont toujours au sommet, vous êtes toujours en bas. Ça paraît littéral, ça paraît basique, ça paraît, comment on l'appelle, très terre à terre, mais c'est par cette voie-là, ce canal-là, que je puisse expliquer que quand vous voulez être souverain, assumez votre souveraineté, que ce soit politiquement, économiquement, et respectez vos peuples. Ça ne se passe pas en Afrique. Et ces dirigeants de potentats que nous avons dans nos pays francophones en Afrique se prennent comme des dieux, et au final, eux aussi, ils meurent un jour. C'est là où Dieu est fort. Alors, vous vous attendez à ce que, après le passage d'Ibn Chambas, qu'il y ait en tout cas des choses qui changent? Non, dans le fond, je pense qu'il y aura quelques cosmétiques comme cette libération dont on parlait tout à l'heure, mais dans le fond, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui va changer véritablement. On est tous conscients du fait aujourd'hui que Ouattara veut faire le forcing, veut passer à tout prix, comment on appelle, veut passer en force. À tout prix par la force pour avoir ce nouveau mandat, et donc ça sera compliqué. Et ma crainte, c'est que malgré tout ce qui se dit aujourd'hui, malgré les vociférations d'un certain Soro et de toute l'opposition ivoirienne, que tout est en train d'être mis en place pour lui offrir un boulevard pour un nouveau mandat. C'est ma seule crainte, parce que on a l'impression que les Ivoiriens sont trop engouillés dans leurs histoires de buzz et tout ça pour prendre au sérieux la question du nouveau mandat de Ouattara. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura changement. Je suis même de plus en plus persuadé, même si ce n'est pas ce que je souhaite, que Ouattara va obtenir ce nouveau mandat, et peut-être sans pas grands accros. On l'a vu, beaucoup de ceux qui auraient dû être de véritables opposants, ou en tout cas les opposants de première heure à son mandat, ne peuvent malheureusement pas aujourd'hui compétir. On sait aussi que c'est ces élections qui vont légitimer le prochain président. Et donc, je crains fort, en tout cas, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je me dis, avec ce que sont devenus les forces nouvelles, qui ont tous intégré les FRCI, qui ont pris de la graine, je doute fort qu'il puisse y avoir le scénario qu'on a connu dans les années 2010. D'autant plus que les forces internationales, notamment l'ICON et la force de l'ONU, ne sont plus présents aujourd'hui. Non, pas vite en besogne. Guillaume Soro, quoi qu'on en dise, n'est pas un petit en politique en Côte d'Ivoire. Mais il est en France. Oh, l'exil. L'exil n'a jamais discrédité un opposant. Si. Durant de Soro, qui a des gens de mai en Côte d'Ivoire. N'oublions pas que les forces nouvelles sont une fabrication de Guillaume Soro et de ses alliés, Koulibaly et autres, dont certains sont décédés, d'autres ont été arrêtés, ils sont libérés tout récemment. Quand Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, certainement que les gens ont dit c'est des démagogues, c'est des gens qui racontent leur vie. Mais quelqu'un qui a aidé Ouattara, pourquoi Ouattara a la phobie? Il a une phobie de Soro. Vous n'avez pas lu ça dans son déclaration à Paris Match? Quand vous lisez Ouattara dans Paris Match, vous comprendrez que Ouattara est braqué contre personne si ce n'est Soro. Ouattara s'en fout de Bédié et autres. Le problème de Ouattara actuellement, c'est Guillaume Soro. Parce qu'à tout moment, je vous rassure, ça peut péter. À tout moment, en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit que les FCI... Rien ne pourra péter, d'autant plus que les forces nouvelles ont tous été je vais terminer. Il ne faut pas vite aller en besogne, parce qu'il a si bien dit que les mêmes personnes rebelles des forces nouvelles ont intégré l'armée. Vous savez, pensez-vous que c'est tout le monde dans l'armée qui savait que les militaires, il n'y a pas le seul camp, vont faire coup d'État? D'accord. On va suivre en tout cas la situation de très près. Marquons la grande pause et on reviendra après le journal pour continuer.